Bienvenue dans Décloisonner, le podcast qui explore les transformations de modèles d'affaires dans le secteur de l'immobilier. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question qui fait de plus en plus de bruit dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on fait de nos immeubles de bureaux quand la demande traditionnelle s'effrite un petit peu? C'est pour ça qu'on reçoit Savannah. Bonjour Savannah. Bonjour. Tu es chargée de projet immobilier à la société de développement Angus. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Puis Savannah, pour commencer, peux-tu te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, ton expérience professionnelle, tout ça, tout ça? Oui, merci beaucoup de me recevoir. Donc, moi, mon parcours professionnel m'a amené, tout d'abord, mon parcours académique m'a amené à étudier en architecture et en génie, dans l'intention de faire de la gestion de projet. Puis, ce parcours-là de gestion m'a amené tout d'abord chez des propriétaires immobiliers de bâtiments bureaux, entre autres au centre-ville de Montréal, pour ensuite aller faire quelques années justement chez A+, chez un entrepreneur général en gestion de projet directement avec les sous-traitants et les clients. Puis, j'ai finalement fait un retour après pour un autre propriétaire immobilier bureau à travers le Canada. Donc, moi, j'ai travaillé principalement à Montréal, mais qui ont des propriétés à Toronto, Calgary, Vancouver, principalement de bureaux. Puis, tout récemment, je me suis déplacée vers la société de développement Angus très, très récemment, au printemps. Qu'est-ce que tu fais là-bas exactement? Donc, mon rôle de chargé de projet immobilier, c'est un peu de piloter des projets à partir de l'idéation. Donc, on a un site, on a fait une acquisition d'un site, puis on va de l'idéation de ce projet-là jusqu'à la toute fin de la construction du projet. Autant sur des projets commerciaux, institutionnels que résidentiels. Puis, ce qui est très, très intéressant aussi de la Société de développement Angus, c'est que c'est un organisme à but non lucratif. Et ça D'accord. aussi, c'est un changement par rapport Ouais. aux employeurs que j'avais auparavant. Dans la philosophie, j'imagine, Effectivement. l'approche. Donc OK, donc tu gères vraiment de l'idéation jusqu'à l'idéation, c'est-à-dire en termes justement, de penser les espaces? Exactement, on est impliqués. Il y a d'autres membres dans l'équipe qui vont être plus, disons, la faisabilité financière d'un type de projet ou un autre type de projet. Puis normalement, quelqu'un dans mon rôle va être impliqué dès le début. Donc, on va aller chercher des partenaires pour développer. Est-ce que ce qu'on veut, c'est développer des logements? Combien de logements ça rentre sur ce site? Si on veut dans un environnement institutionnel ou commercial, euh, qu'est-ce que la ville permet? Qu'est-ce que nous, on aimerait faire? Puis on va un peu accompagner tout le monde de la réglementation jusqu'à la construction. OK, super. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est, un petit peu de parler de, comment transformer l'immobilier commercial en un hub multifonction. Alors un hub, ça veut tout dire et rien dire. On va l'aborder après, un petit peu ton point de vue sur ça. Mais déjà, j'aimerais bien qu'on aborde peut-être un constat du marché. Bon, on le sait, il y a eu Covid, tout ça, il y a eu beaucoup de changements. D'après toi, c'est quoi les signaux du marché aujourd'hui, du marché immobilier, qui poussent les propriétaires à penser autrement, leurs espaces, à penser à des reconversions, de leurs immeubles? Les signaux sont assez directs. Le propriétaire va regarder vraiment le taux de vacances de ses immeubles dans différents secteurs. Donc, la quantité d'espace qui ne se remplissent pas année après année ou aussi la diminution du taux de renouvellement. Donc, les gens qui étaient sur un bail de 10 ans qu'on envisageait à un moment donné, au milieu du terme, on pensait qu'ils renouvelleraient dans 5 ans, que c'était la lune de miel. Puis finalement, après 10 ans, leur choix est de ne pas renouveler ou de renouveler dans des espaces plus petits, de redonner une portion de leur espace. Fait que c'est vraiment ça, je dirais, qui est le lecteur direct de la transformation vers des espaces de plus en plus vacants. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, d'aller vers des espaces plus petits. C'est vraiment une tendance qu'on voit? Ben, je pense que dans les dernières années, il y a quand même eu une certaine comme incertitude qui a fait en sorte que plusieurs locataires ont pensé que c'était aussi l'option qui allait leur permettre de rester flexibles puis d'être capable de dire, bon, ben pour les 5 prochaines années, on va y aller avec un petit peu plus petit. On reverra, on va revisiter la décision dans 5 ans. Fait que ils se sont donné un peu de flexibilité comme ça. Puis aussi, avec les modes de travail qui ont changé, ceux qui ont décidé qu'ils allaient implanter du télétravail pour toujours ou qui maintiennent une certaine quantité de télétravail, ben les espaces devenaient trop grands. Donc, on vient un peu jauger tout ça avec des espaces plus Ouais. petits, penser un peu différemment aussi, par Ouais, contre. chacun se réadapte à la réalité. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta définition du hub multifonction, pour toi? Ouais. Moi, le hub, en plus, tout d'abord, je l'imagine à différentes échelles. Je pense que le hub, à la base, bon, ça se veut comme un noyau où tout est interrelié. Là, puis je me dis, il peut être autant à l'échelle d'un simple espace, de un usager, comme il peut être à l'échelle d'un bâtiment, comme il peut être à une petite échelle de quartier. Quand je le vois en quartier, on est très dans
un quartier où on peut se rendre partout en 3 minutes à Ouais. pied, là, tu sais, quelque chose ça devient un petit noyau avec toutes sortes de fonctions dedans. Puis quand on se dit multifonction, ben moi, d'emblée, j'ai plus d'une fonction. Donc, il y a du bureau, mais il y a aussi un restaurant, peut-être 2 restaurants, peut-être un commerce de détail, peut-être Mmh. donc dès qu'on insère juste un autre type d'usage, on rentre dans du multifonction. D'accord. Est-ce que finalement, à la société de développement Angus, c'est un petit peu ça aussi que vous cherchez à atteindre? Oui, Ouais? tout à fait. Autant, le je dirais que l'exemple maître, c'est le Technopole Angus qui était à la base on a transformé des bâtiments, qui étaient anciennement industriels, qui sont devenus des bâtiments bureaux. Puis après ça, c'est annexé à ça un écoquartier où il y a du condo résidentiel, il y a des bâtiments à bureaux, il y a de l'institutionnel, il y a des bâtiments en santé, des cliniques. Tout ça dans extrêmement rapproché. Puis ça crée un écosystème très, très varié. Donc oui, puis Angus peut reproduire ce type de vision-là à différentes échelles, dans différents secteurs, Ouais. en appliquant un Ouais. peu le Le modèle. modèle, OK, je comprends. Super intéressant. Donc ça me fait me poser la question finalement, est-ce que d'après toi, c'est une stratégie qui est de plus en plus abordée par des propriétaires, des boîtes des grosses boîtes de courtage, dans ce monde? Notamment, je pense surtout, tu aux bâtiments, B, C, avec des classes peut-être moins, comment dire? Moins, appropriées ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est une stratégie qui se pense de plus en plus, de transformer les espaces en ces fameux hubs? Oui, puis je sais même pas si j'utiliserais le mot de stratégie. J'ai l'impression que c'était juste c'est une façon, c'est la façon évidente vers laquelle C'est les naturel. bâtiments doivent ouais, OK. je trouve que c'est naturel. On doit évoluer vers ça parce que c'est ce que l'usager recherche davantage. Fait que je pense que c'est de l'air du temps de dire, ben on n'est plus métro, boulot, dodo, je me rends, je fais mon travail, je repars. J'ai besoin de me sentir motivée, Ouais. allumée, de rencontrer des gens, d'échanger. Fait que ça le mot stratégie, on dirait que ça sous-entend que C'est on le pensé fait avant. exactement, c'est trop pensé, on le fait juste pour un revenu financier ou ultimement, en bout de ligne, quand on a des locataires, ils payent un loyer, on se comprend. Mais c'est vraiment de l'air du temps, puis c'est naturel de devoir le faire. Ouais, ça se fait de manière de plus en plus Ouais, organique, de créer des petits noyaux comme ça diversifiés, ouais. autour, c'est intéressant tantôt tu disais aussi, pour, l'expérience, en tant qu'être humain finalement, d'avoir tout autour de soi. J'imagine que toi tu as vécu ou connu peut-être dans ton emploi actuel ou avant ces transformations-là. Est-ce que tu peux Ouais. nous raconter un petit peu, à travers cette expérience-là, comment ça se passe? Ben, c'est que souvent, on va essayer de tu sais, si on veut louer un espace ou on veut occuper un nouvel espace, des fois, par exemple, les usagers vont changer de bâtiment, changer de secteur. Bien, ils vont vouloir chercher quelque chose qui va quand même réussir à répondre à plusieurs de leurs besoins, plusieurs des besoins des employés de cette entreprise-là. Puis, on remarque que c'est effectivement ça qui va attirer plus les gens vers un endroit versus un autre. Bon, tout d'abord, faut que ce soit simple de s'y rendre, là, c'est difficile. Encore là, que si c'est un hub extrêmement bien réussi, il peut être comme loin des centres parce qu'il devient un peu autosuffisant. Ouais. Mais souvent, ce qui arrive quand on fait justement un hub dans un endroit qui est déjà bien desservi, ça simplifie la tâche puis ça vient comme créer des liens directement avec tout ce Ouais. qui est avoisinant. Fait que comme on imagine un peu des neurones là, tu sais, Ouais, un qui finissent écosystème toutes qui se par être développe. reliés. Exactement. Fait qu'on voit que les gens ça va comme un peu faire évoluer leur 9 à 5 où il va être beaucoup plus varié, beaucoup plus, puis ça va mieux répondre à leurs besoins. Ils vont pas avoir utilisé toute leur journée juste pour aller faire une chose, puis après ça, quand le 5 heures tapant arrive, ben, on passe à l'autre phase de la journée. On Mmh. peut tomber en mode vie personnelle. Ça vient un peu plus rendre ça plus fluide. Donc en fait, on est en train de se dire que l'évolution des modes de vie impacte aussi l'évolution des modèles d'affaires finalement de l'immobilier. Ouais, L'un avec l'autre, là, ça peut être, dans les 2 ouais, directions, j'imagine. ouais. Puis un, un des aspects du hub on en a discuté un peu avant, mais il n'est pas obligé d'inclure du résidentiel. Je pense qu'il y a parfois ça s'y prête, parfois non. Mais quand ça s'y prête, puis que c'est le cas, ben là, on vient avoir vraiment comme une espèce d'écosystème 100% complet. Ce ne sera pas 100% des employés de ces bureaux-là qui vont habiter dans le condo à côté. On n'est pas non plus dans un monde où personne ne veut aller à l'extérieur. Mais ça vient offrir cette possibilité-là. Puis là, on vient comme vraiment cimenter le concept de proximité de tous les services, là. Ouais, super.
Intéressant. Et comment, si c'est possible, comment on évalue en tant que propriétaire ou, en tout cas quand tu détiens un immeuble, un espace, comment tu évalues la faisabilité de cette transformation-là? Parce que j'imagine que c'est pas facile. Admettons que tu as une tour à bureau, puis que tu dis demain, bon, bah, je veux créer, un peu ce nouveau modèle, ce nouveau centre de vie. Comment de qui on s'entoure? Comment on évalue cette faisabilité-là? Ben, je dirais qu'on le prend quand même, je veux dire, par bouchée. Fait qu'on va les tout d'abord, les acteurs avec lesquels on va s'allier, ça va être, pour évaluer la faisabilité, ça va être des architectes, des designers, des ingénieurs mécaniques et électriques, des ingénieurs en structure, parce que parfois les particularités physiques d'un bâtiment vont pouvoir permettre ou non un certain usage. Puis des fois, on voudrait bien que tout devienne un terrain de racquetball, mais ça se peut pas. Fait qu'il y a un peu de particularités physiques du bâtiment qui rentrent en ligne de compte, fait que d'où l'aide de ces consultants-là. Puis on va aussi, souvent, la faisabilité financière, elle, on va s'appuyer sur, ben, si ça restait du bureau, c'est quoi le loyer qu'on offre? Ouais. Si on le transforme dans différents types de commerces, c'est quoi le loyer qu'on va avoir? Il y a parfois aussi des modèles où on va pouvoir aller chercher un, un modèle avec un loyer peut-être plus bas, mais une part sur les revenus de cette entreprise-là. C'est pas toujours quelque chose qu'on fait à chaque fois qu'on a un commerce, là, mais Ouais. c'est des modèles comme ça qu'on peut regarder, puis qu'après ça, quand on évalue la faisabilité financière, ben, ça vient en ligne de compte. Puis c'est pas mal. Une fois qu'on a évalué tous ces acteurs-là, ce qui est possible, puis ce qui est possible physiquement dans le bâtiment, puis ce qui est Ouais. possible financièrement là, avec Financier. les. On a toujours un retour sur investissement. Il y a une ligne où ça passe ou ça Ouais. casse, là, C'est pas mais. forcément 1 pour 1, j'imagine, $1 Non, investi pour $1 rentabilisé, mais non, j'imagine qu'il y a quand même une projection de exact. ce que ça va donner. OK, super, merci. On va parler un peu des impacts de ces changements, de ces transformations, sur pour les acteurs du marché. Pour toi, quel est le rôle d'un courtier ou d'une courtière immobilière? Quel rôle cette personne peut jouer dans la valorisation d'un espace qui est transformé ou en cours de reconversion? Euh, les courtiers, c'est vraiment des partenaires clés quand justement on se tourne vers une transformation ou qu'on vient un peu surprendre le marché avec quelque chose de nouveau dans un bâtiment où ils l'attendaient moins. Euh, je trouve que les courtiers vont être capables de tester l'ouverture du marché pour le besoin. Fait qu'avant même qu'on décide qu'on le fait, on va les impliquer à savoir est-ce que les gens vont venir ou ils viendront Ouais. pas? Est-ce qu'on va aller chercher le type de locataire qu'on cherche ou non? Fait qu'il y a cette partie-là. Puis après ça, je trouve que par le réseau qu'ils ont développé, ils vont être capables, eux, d'identifier des partenaires vraiment clés. Ouais. Puis parce que c'est facile, j'ai l'exemple en tête, là, je vais name dropper, mais quand justement chez Allied, ils ont installé le Muni, qui est un golf virtuel. Tu sais, on peut pas non plus juste décider qu'on va mettre un golf virtuel puis on Ouais. se met à cogner à toutes les portes de voulez-vous faire un golf virtuel ici? Il faut déjà avoir la Fait que clientèle cible en tête. C'est ça. Puis les courtiers aident beaucoup dans ces scénarios-là où est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'ils ont un intérêt pour venir dans ce secteur-ci de la ville? Fait que les courtiers vont jouer un gros rôle dans cette Cette analyse, cette partie-là de décision-là, comprendre le ouais. marché de if build it and they'll come, mais Ouais. peut-être pas, là. Faut peut-être qu'on évalue un peu plus avant, là. OK, donc autant en amont, finalement, dans la partie, est-ce qu'on construit la bonne chose pour les bonnes personnes qui vont Exactement. potentiellement vouloir venir et au moment évidemment, de louer ces espaces, Oui. j'imagine que c'est Au moment de louer, crucial. ils font exactement crucial. Puis, ce qui est intéressant dans la façon de travailler avec les courtiers aussi maintenant, c'est que quand du côté propriétaire, on va vraiment vouloir qu'ils comprennent bien le produit. Souvent, ils vont y avoir participé à son développement dès le début, mais s'ils comprennent vraiment bien le produit, c'est là où ils sont capables d'aller vraiment aider en ayant cherché. Quand je dis un partenaire clé, c'est la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Fait que si on les a impliqués très tôt dans notre processus, ben, c'est vraiment un scénario gagnant-gagnant où on a le partenaire parfait. Ils devraient maîtriser ce produit-là au plus possible. Ouais. Donc là, on parle des courtiers et courtières. Côté propriétaire, si on revient un petit peu sur ça, pour toi, c'est quoi principalement les préoccupations d'un propriétaire face à un scénario de repositionnement d'actifs? C'est quoi qui pop dans sa tête en disant « OK, bon, on va repositionner, mais il faut que je pense à quoi? C'est quoi qui importe? » Ben, souvent, le propriétaire, au niveau de la gestion de l'immeuble, va devoir réfléchir à c'est surtout au niveau des ressources qui vont être nécessaires. Est-ce que c'est les bonnes ressources qu'on a dans l'équipe? Est-ce que
parce que des fois, c'est aussi simple que de modifier l'horaire de ces ressources-là ou de modifier le type. Je pense à des scénarios où il y a des endroits où on avait ajouté finalement quelqu'un qui avait un rôle de conciergerie. C'est quelqu'un qui n'existait pas nécessairement dans l'équipe auparavant, juste dans l'équipe de gestion de propriété. Puis on a identifié que l'expérience qu'on voulait créer pour les usagers nécessitait qu'il y ait quelqu'un à l'accueil qui soit là, qui soit disposé à répondre aux interrogations, aux doutes de la personne qui cherche où se rendre dans l'espace, ou tout simplement à l'aviser de toutes tout ce à quoi elle avait accès là, dans le bâtiment. Si vous dirigez par là-bas, voici les douches, si vous allez par là-bas. Fait qu'un peu en ayant en orientant les gens. Fait que souvent, c'est ça va être le locataire en tant que tel, la gestion financière de ça. Bon, c'est sûr que quand je dis, il y a peut-être des scénarios où le loyer est un peu calculé différemment, mais ultimement, que ce soit un locataire bureau ou un locataire plus commercial, ben ils vont... Le scénario est le même. On va recueillir un loyer, on va avoir les mêmes relations aux locataires, le même rapport d'aide, les rapports de... Ça devient aussi souvent un genre de partenariat, ce qui est vraiment le fun. Mais c'est juste qu'effectivement, plus on diversifie les types de commerce puis qu'on diversifie le type d'offres, ben on diversifie aussi les demandes de ces usagers-là vers la gestion d'immeubles. Exactement. Fait que ça devient juste à chaque fois de se re-questionner sur, ben c'est le fun, on veut avoir un centre de conférence, un centre de congrès. Ben est-ce que nous, comme gestionnaire d'immeuble, on a quelqu'un qui s'affaire à la location de cet espace-là? Est-ce que c'est un tierce partie? Mais ce tierce partie-là, on a des comptes à rendre aussi sur les services. Par exemple, c'est une ventilation différente, c'est de l'électricité différente. Il faut qu'il y ait accès à nos contrôles réseau. Fait que c'est juste un peu de comprendre l'arrivée de ce nouveau type d'usager-là amène quoi comme nouveaux besoins, puis de s'assurer que les ressources sont là, sont capables de pallier ou de répondre à ces demandes-là. Donc, je fais le pont avec... Tu parlais juste avant des gestionnaires d'immeubles. Donc, tu parlais de quelqu'un qui soit sur place pour orienter les personnes. J'imagine que c'est finalement eux les principaux impactés par un hub une transformation, parce qu'il faut quand même gérer toute la demande, il faut absorber ce qui se passe, il faut ensuite faire le lien aussi avec le propriétaire. Comment un gestionnaire d'immeuble peut vivre ce genre de choses? Ben quand j'ai en référence le Miller Robert Bourassa, quand on a fait la transformation du lobby dans un espace multidisciplinaire, le choix avait été fait d'avoir un concierge dans l'espace, puis c'est quelqu'un que l'entreprise est allée chercher vraiment dans un rôle de service à la clientèle. Donc, on vient vraiment ajouter cette expertise-là à l'équipe de gestion d'immeubles en considérant... honnêtement, la plupart, tous les gestionnaires immobiliers, c'est du service à la clientèle. Ils seraient tous capables de faire un très, très bon travail de service à la clientèle, mais cette personne-là, c'est son rôle. Parfois, son emploi d'avant, ça va vraiment avoir été concierge dans un hôtel. C'est vraiment un rôle qui est central. Qui est central, qui est bâti sur juste la relation avec la clientèle. Puis effectivement, ben, cette personne-là peut avoir des contacts une fois ou 100 fois par jour avec le gestionnaire d'immeuble, puis le bureau maire, puis... Fait que ça vient avoir comme un... C'est la personne qui est terrain, mais avec des liens tout le temps avec le reste de l'équipe. Il faut quand même s'attendre à former des ressources spécifiquement pour cette typologie de hub. Super. On va parler maintenant des modèles économiques et performances de ce genre de reconversion. D'après toi, comment on évalue la rentabilité? Alors, pas forcément en rentrant dans des chiffres, mais de manière assez, on va dire, méthodologique. Comment on évalue la rentabilité ou la performance long terme d'un immeuble qui a été transformé en hub multifonction? Ben, à la base, c'est qu'on essaye quand même de toujours avoir un scénario où on va calculer l'investissement et le retour sur investissement, donc par les revenus générés par, on va nommer le loyer. Il y a d'autres types de revenus et d'autres types d'investissements, mais par exemple, on veut, pour se rendre à avoir cette fonction-là, ça veut dire qu'il faut qu'on divise les espaces différemment, ça veut dire peut-être qu'il faut que le propriétaire applique un changement d'usage sur lequel il va avoir une différente... par exemple, dans un certain secteur, on va avoir la taxe du REM qui va s'appliquer là-dessus. Fait que, clairement, on investit certains éléments, puis pour savoir si ça vaut la peine, ben, on va vouloir voir ce que ça va générer comme revenu. Mais c'est parce qu'après ça, le scénario où on a une variation de type d'usage, où on a quelque chose qui est plus multifonctionnel, peut quand même se faire par une trajectoire relativement standard, mais avec de la créativité, mais
ça reste que peut-être que c'est un tierce partie, mais qui, lui, quand même, signe un bail relativement standard. Mais après ça, c'est dans l'opération que là, on va un petit peu ailleurs. Fait qu'on va avoir des clauses à droite, à gauche qui vont varier, mais le modèle reste qu'on est capable de voir sur un loyer. Après ça, ce qu'on a de la misère à calculer, puis qui, normalement, va dans le bon sens, c'est l'achalandage que ça peut créer ou l'engouement que ça peut créer. Puis c'est aussi là-dessus qu'on mise quand même pas mal, mais ça reste... On peut pas... C'est un peu intangible au début, puis il faut pas non plus juste s'attendre à ce que ce soit parfait. Puis si ça l'est pas, ben ça échoue. Fait qu'on considère souvent... On le considère pas vraiment, c'est pas nécessairement chiffré. Puis c'est juste un tant mieux après, tu sais. Mais il y a... Par rapport à ça, il y a des projections quand même qui sont faites sur ça m'amène à ma question suivante, justement, sur est-ce que vraiment ça va augmenter le taux d'occupation? Est-ce qu'on va combler les espaces vides? Donc, il y a quand même des analyses qui sont faites en amont. Ouais, souvent, là, ça dépend de comment les compagnies font leurs calculs. Où j'étais avant, on était on travaillait surtout sur un modèle de stabilisation en 10 ans, on va dire. Donc, si on faisait l'investissement à l'année 1, ben à l'année 10, on considère qu'on va être 100%. 100%. 100% loué. Donc, effectivement, c'est là où on peut jouer dépendamment de l'envergure de cette intervention-là ou le dérangement que ça peut causer. On peut décider de le calculer sur 5 ans, sur 15 ans, mais normalement, 10 ans, c'est une assez bonne lecture de quelque chose qu'on pourrait avoir re-rempli et revitalisé, puis ramené à quelque chose de viable. De viable, de rentable, en tout cas. Ouais. Super. Eh bien, on va peut-être finir sur ces 2 petites questions. Est-ce que tu penses que les reconversions deviendront un levier majeur de valeur pour les propriétaires d'actifs commerciaux dans les années qui s'en viennent? Moi, j'imagine difficilement que quelqu'un qui a une option entre prendre un espace dans un environnement riche et varié et un espace pas riche et pas varié, être dans cet environnement-là. Parce que l'enjeu, c'est que on n'est jamais en train de comparer juste 2 espaces dans 2 endroits complètement différents. Fait que le choix devient tellement grandissant que si quelqu'un pense pas à diversifier l'offre dans un même bâtiment ou dans un même quartier ou même dans différents étages, ben ils vont effectivement tirer de la patte là, dans la course pour attirer des gens. Ça me fait penser, est-ce que, à ton avis, c'est plus facile, alors je mets des guillemets à facile bien sûr, de reconvertir un immeuble qui avait initialement pour objectif d'être du full résidentiel ou un immeuble qui avait initialement pour objectif d'être que des bureaux? Est-ce que c'est plus facile dès lors qu'ils avaient une situation de départ qui était la même pour comme tous les étages? Est-ce que, je sais pas si le résidentiel est plus facile à transformer, le commercial, qu'est-ce que... Ben souvent, le résidentiel et le commercial ont quand même des spécificités de base assez différentes. Le code du résidentiel va amener des particularités au bâtiment qu'on n'a pas nécessairement en commercial. Fait que souvent, si on parle d'un bâtiment qui était juste bureau, ce qui va arriver parfois, c'est qu'effectivement, il est peut-être très répétitif. Puis là, dépendamment de la variété d'offres, on parlait tantôt du muni, mais il y en a d'autres. On pense souvent, c'est ça, des fois, on pense à des locataires qui offrent des espaces particuliers pour de la pratique de sport ou on pense à des studios exemple de motion capture. Ça prend un type d'espace vraiment différent. Fait que c'est sûr que cette conversion-là, on part quand même toujours d'une espèce de grid où chaque étage est semblable, dans un bâtiment tout commercial, dans un bâtiment tout résidentiel. Mais souvent, on va être dans le commercial, on va peut-être être sur des systèmes de ventilation, des systèmes électriques qui vont plus être propres à, oui, on peut devenir un commerce de détail plus facilement. Quand on est dans du résidentiel, on est probablement dans des types d'unités différentes, la division des murs, la façon que la trame structurale a été faite, ça vient peut-être plus mettre des bâtons dans les roues, plus de contraintes à ce qu'on fasse un environnement plus créatif. On remplace complètement une coquille. Là. Donc, c'est potentiellement des coûts plus intenses dès le début des projets. On n'a pas trop parlé des coûts, c'est sûr, et des investissements, mais demain, quelqu'un qui a une tour de 10 étages de bureau qui voudrait en faire quelque chose de plus diversifié, donc mettre, je sais pas, des salles de sport, des ateliers d'artistes, du retail, des boutiques, en termes de coûts
Est-ce que c'est un gros investissement de départ en termes d'aménagement? Hem, oui, mais ça dépend toujours de juste ce qui va beaucoup, beaucoup jouer justement, c'est les systèmes mécaniques. Ouais. Puis on est normalement quand même assez capable de passer de quelque chose qui avait un environnement bureau, on peut pallier et l'amener à un usage un peu plus diversifié sans avoir à transformer le système au complet. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, justement, quand on parle, exemple, de faire une reconversion complète d'un bâtiment bureau en bâtiment résidentiel. Mais parfois, on est juste capable de garder finalement les dalles de plafond plancher, puis les services, ça fonctionne pas du tout. Dans une situation où on veut plus mettre des salles de sport, mettre des différents, justement, une boutique rez-de-chaussée, changer la façade. On peut rencontrer des embûches. La façade du bâtiment, il n'y avait pas pignon sur rue, il faut ajouter des portes, il faut ajouter des fenêtres. La ville va s'en mêler. Là. On a quand même il y a différents investissements qui sont faits de ce côté-là. Il y a des délais qui vont être reliés à tout ça. Mais tant qu'on reste dans du commercial, bureau ou vente ou occupation de sport, on va être capable d'avoir un modèle qui se tient. OK, OK. Super Ouais. intéressant. Je finirais avec ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un propriétaire ou à un investisseur qui se questionne sur l'avenir de son immeuble de bureau? Est-ce que je vais arriver à combler tous mes espaces avec mes 15% vacants, voire plus? Ben, c'est ça m'amène à penser, honnêtement, si d'emblée l'investisseur est convaincu qu'il n'y arrivera pas, probablement qu'il a déjà regardé l'option de la vente. Pour quelqu'un d'autre qui va avoir envie, lui, d'avoir une vision un peu... parce qu'effectivement, ça prend quand même des reins solides pour oser une transformation majeure. Ce que ça nous montre à date, moi, dans mon expérience, c'est que ça fonctionne. Les gens sont... C'est pas nécessairement tout le monde qui veut être dans un environnement d'un bâtiment complètement neuf. D'ailleurs, les bâtiments complètement neufs, on s'entend, ils s'érigent où il y a des friches, où il y avait de l'espace, des bâtiments désuets qui auraient été démolis. Il y a certains bâtiments qui, en étant pas neufs, il y en a où on est carrément du cachet. Ça aussi, ça a une valeur. Ça a une certaine difficulté de reconversion juste dans le fait que c'est des structures et des bâtiments qui ont peut-être été bâtis il y a plus de 100 ans, mais quand même, c'est ça aussi quelque chose les gens veulent être dans un environnement, parfois, c'est carrément juste au look qu'ils vont le choisir parce que ça a un cachet. Fait que je pense qu'il faut juste que le propriétaire d'immeuble identifie ça pourrait être quoi ses forces par rapport aux voisins, par rapport au bâtiment en bas de la côte, par rapport au bâtiment en haut de la côte, puis qui mise sur ces forces-là. Parce que d'essayer de faire pareil que l'autre dans un environnement complètement différent, ouais, c'est pas forcément un ticket gagnant. C'est exactement. Fait que après ça, on évalue si en misant sur les forces, est-ce qu'on pense au moins qu'on est capable d'arriver à une affaire qui va nous distinguer des autres. Si on se distingue, il y a quelqu'un qui va faire le choix de venir. Ouais. Belle fin. Repérez vos forces. Ouais. OK, gros merci Savannah. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir participé à notre podcast. Donc on retient que repenser l'avenir des immeubles de bureaux et des immeubles tout court, en fait, implique de se poser les bonnes questions et de trouver ses forces. Merci à tous pour votre écoute et pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre podcast Décloisonné. Bonne journée Savannah. Merci beaucoup.